Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. 8h16, la commissaire à l'éthique et à la déontologie enquêtera sur la nomination d'un ami proche du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui a été nommé à la Cour supérieure comme juge. Le ministre est dans l'embarras depuis que le quotidien Le Soleil qui a révélé la semaine dernière qu'il avait choisi Charles-Olivier Gosselin pour siéger à la Cour du Québec, précision. Monsieur Jolin Barrette a reconnu depuis que c'est un ami proche et il a d'ailleurs célébré un mariage avec lui en 2015. On va démêler tout ça avec cette enquête du commissaire à l'éthique avec quelqu'un qui est bien placé pour nous en parler, Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur. Bonjour. Salut! On va jouer patte blanche. Je sais que Simon Jolin Barrette, c'est pas ton ministre préféré. Alors, je crois que nos auditeurs qui te connaissent bien le savent déjà, mais juste préciser. Mais ça n'empêche pas d'aborder des questions vraiment plus rigoureuses, plus sérieuses dans ce dossier-là. On va commencer avec un petit cours de système judiciaire 101, comme je les aime. Comment ça fonctionne, Frédéric, la nomination d'un juge au Canada ou au Québec? Ben, pour préciser, j'ai aucun conflit d'intérêt dans l'optique où je n'ai pas de relation interpersonnelle avec Jolin Barrette, de quelque nature que ce soit. Alors, contrairement à lui, moi, je divulgue mes conflits ou mon absence de conflit. Et pour le reste, une petite précision, c'est pas à la Cour supérieure que le juge Gosselin a été nommé. À la Cour le du Québec. n'a pas ce pouvoir-là, c'est à la Cour du Québec, exactement. Et il y a une différence dans les nominations, qu'elles soient fédérales ou québécoises. Dans le cas du Québec, ici, on se souvient, Frédéric, de la commission Bastarache, qui toute l'espèce d'histoire des post-it, le favoritisme, le patronage, avait amené la création d'un comité indépendant qui filtre les candidatures dans un premier temps. Il y a des administrateurs, si on veut, ou des gens qui sont nommés par XY, par exemple par le barreau et autres. Et c'est un comité qui, je crois, du moins à ce que je sache, est parfaitement impartial et indépendant et suggère par la suite au ministre 2 ou 3 noms pour tel ou tel poste de juge. C'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Le problème, c'est que Jolin Barrette, donc, a choisi, parmi ceux qui ont été suggérés, son ami, c'est-à-dire Charles-Olivier Gosselin, pour qui il a célébré le mariage, tu l'as dit, un ami de fac. Et l'autre problème, c'est qu'il n'a pas divulgué le conflit d'intérêts patent au Conseil des ministres avant de prendre la décision. Il aurait dû le faire et se retirer de la salle. Qu'est-ce que ça prend pour être juge habituellement? Qui sont les personnes qui ont le profil pour ça? Ça varie, dépendamment de ce qu'on a besoin. C'est pour ça que j'ai pris la peine de préciser. En Cour du Québec, souvent, ce sont des praticiens en matière de droit criminel, ce qui était le cas de maître, du juge Gosselin maintenant. Il y en a aussi en matière de droit de la famille. Donc, par exemple, il y a des avocats, des avocates de l'aide juridique, beaucoup qui sont nommés, droit de l'enfant de manière générale. Quand on est en Cour supérieure, là, souvent, on cherche davantage des gens qui sont spécialisés en droit commercial ou en civil de manière un peu large. Les considérations principales obligatoires, en fait, c'est d'avoir 10 ans de barreau. Ce qui était le cas ici du juge Gosselin, mais tout juste. Pour le reste, évidemment, on évalue la candidature avec des critères qui sont, je dirais, plus ou moins objectifs, dépendamment, évidemment, du secteur dans lequel l'avocate opère. Évidemment, il y a l'expérience, qu'est-ce qu'il a plaidé, est-ce qu'il a une bonne réputation auprès des barreaux, est-ce qu'il a une bonne réputation auprès des juges de manière générale, est-ce qu'il rayonne, disons, dans la communauté, est-ce qu'il a écrit des articles scientifiques, est-ce qu'il est conférencier pour le barreau, et ainsi de suite. Tu as mentionné situation géographique et ça, c'est ce qui surprend dans ce dossier-là, c'est que Charles-Olivier Gosselin est plus dans le sud du Québec. Pourquoi est-ce qu'il a été nominé sur la Côte-Nord? Non, Gosselin, lui, par contre, a été nommé dans le district de Québec. On parle d'un autre dossier ici. Et ça, c'est un autre problème, parce que l'affaire de Gosselin qui amène la commissaire à l'éthique à enquêter sur une chose, mais il y a un autre dossier qui est peut-être encore davantage problématique, c'est-à-dire qu'il y a un juriste en Montérégie. On sait que le comté de Simon Jolin Barrette se trouve à Montérégie. Est-ce que c'est précisément dans ce comté-là? Je ne le sais pas. Cette personne-là, donc, est nommée comme juge sur la Côte-Nord, à Bécomo, et ce qui cause évidemment un émoi là-bas, parce que, notamment le maire et autres disent, mais on en a plein, nous, des avocats, des avocates ici qui sont compétents, du moins suffisamment pour être juges à la Cour du Québec.
Comment se fait-il qu'on nous impose un juge de la Montérégie? Qui de la Montérégie va vouloir venir agir comme juge ici à Bécomo? Est-ce qu'il va habiter ici? Et ainsi de suite. Ce sont des considérations qui sont très importantes et moi, je te dirais que c'est un manque flagrant, Frédéric, à tout le moins de courtoisie et de respect envers les régions. La CAQ se targue souvent d'être le parti des régions au Québec. Impose un juge dans une communauté, une petite communauté, comme c'est le cas sur la Côte-Nord, c'est excessivement important. Tu dois aller chercher quelqu'un de la région et non pas transplanter quelqu'un qui, somme toute, que tu connais peut-être bien parce qu'il est dans ton comté. Maintenant, la commissaire à l'éthique et à la déontologie va enquêter sur ce qui s'est passé. C'est quoi les pouvoirs et quelles sont les conséquences que ça peut faire une enquête devant la commissaire à l'éthique? On se rappelle, Pierre Fitzgibbon s'est fait chauffer les oreilles ici et là. Il y a plusieurs des plaintes contre lui qui ont été rejetées. Le commissaire à l'éthique, dans le fond, enquête à savoir est-ce qu'on a suivi, si je peux dire, la déontologie, en gros guillemets, là, du député. Est-ce que le député, le ministre dans ce cas-ci, s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts? Une fois qu'elle conclut que oui, là, évidemment, il y a une motion de blâme qui peut aller jusqu'à une recommandation de suspension. C'est d'ailleurs ce que la commissaire avait fait dans le cas de Fitzgibbon. Si tu te souviens bien, l'année dernière, elle a dit tant et aussi longtemps que Fitzgibbon n'aura pas placé certains de ses actifs dans certaines fiducies, il devrait être suspendu de l'Assemblée nationale. Évidemment, ce n'est qu'un pouvoir de recommandation comme tel. Et par la suite, les députés peuvent voter à cet effet-là. Dans ce cas-ci, ce que François Legault avait fait, c'est qu'il avait, si tu te souviens, expulsé Fitzgibbon de son conseil des ministres pendant quelque temps, le temps justement que Fitzgibbon place ses actifs dans des fiducies sans droit de regard. À savoir si ça s'est fait exactement, ça, j'en sais rien. Mais la mécanique de la commissaire, c'est plus un pouvoir de... C'est quand même un peu plus que symbolique, mais ce n'est pas un pouvoir de sanction comme tel. Ce n'est pas elle qui peut suspendre le député à proprement parler. Ceci fait partie d'un privilège parlementaire. Frédéric, est-ce que c'est normal qu'un ministre de la Justice cause autant de vagues dans le milieu juridique? Parce que là, il y a cette histoire-là. Il y a, on se rappelle, le litige, je veux dire la chicane avec la juge en chef. Il y a également été question du financement du Conseil de la magistrature. Est-ce que c'est normal qu'un ministre de la Justice fasse autant parler de lui comme ça? Tu fais bien de le mentionner dans une chronique que j'ai signée dans le métro ce matin. Je fais la nomenclature de ces histoires-là et je te jure, j'ai été obligé d'en laisser de côté parce qu'il y en a beaucoup trop. Moi, je suis la politique depuis, je sais pas, là, peut-être 25-30 ans et je ne me souviens pas, en fait, je suis certain parce que j'ai vérifié, il n'y a eu aucune ministre de la Justice au Québec, Frédéric, qui a agi de cette manière-là avec la magistrature. La magistrature, là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, c'est la préservation de la séparation des pouvoirs. Or, tu peux pas avoir une vraie démocratie si tu n'as pas de vraie séparation des pouvoirs, parce qu'autrement, ça voudrait dire que tu as un premier ministre qui décide absolument tout. Or, on le sait que la CAQ n'aime pas les contre-pouvoirs. On sait que la CAQ a utilisé, par exemple, la dérogatoire au complet sur la loi 21, même chose sur la loi 96. Maintenant, Jolin Barrette nomme ses amis puis dit « je referai exactement la même chose ». Donc, il y a une arrogance ici qui s'est créée et il y a aussi, et surtout, et moi, c'est ce que je trouve le plus dommage, un filet un lien de confiance qui s'est drôlement amoché avec la magistrature au point où non seulement, en tout cas, ceux que je connais dans la communauté juridique détestent Jolin Barrette, ça vaut pour des juges parce qu'évidemment, on en connaît des juges, on a encore des amis, et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ces gens-là se sentent systématiquement attaqués, délaissés, et on casse du sucre sur le dos de cette magistrature-là, ce qui attaque, ce qui mine la confiance du public envers l'institution. Moi, il y a un député de l'Assemblée nationale qui m'a dit que Jolin Barrette lui a dit très clairement ceci, la juge Rondeau, donc la juge en chef de la Cour du Québec, c'est une woke, elle est contre le Québec, il faut la casser. Or, quand tu agis de cette façon-là, tu attaques non seulement la juge en question, mais l'institution qui est garantie par des principes d'indépendance judiciaire qui sont fondamentaux dans une démocratie et un État de droit. On sait qu'un gouvernement n'est jamais à l'abri d'un remaniement ministériel. Si on joue au jeu des prédictions, Frédéric Bérard, à ton avis, est-ce que Simon Jolin Barrette sera encore ministre de la Justice à la fin du mandat de la CAQ? Écoute, l'ironie de l'affaire, c'est que, je ne sais pas si tu avais remarqué ça, mais pendant l'inauguration, quand Legault a annoncé son nouveau Conseil des ministres, Jolin Barrette a fait la baboune tout le long.
parce que moi, on m'a dit de manière de source très, très sûre, ce gars-là n'en voulait plus de la justice. Il voulait aller ailleurs dans un ministère économique pour se positionner pour un prochain rôle au leadership. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que c'est à plus forte raison, c'est justement ce qui pourrait arriver. Peut-être que Legault dit, OK, là, ça va faire, te fait assez de dommages. Mais en même temps, ce qui est surprenant, c'est que Legault semble le défendre encore aujourd'hui, malgré les nominations problématiques dont on a parlé. Donc, va donc savoir. On parlait de séparation des pouvoirs. On a un bel exemple ici ce matin. Je suis l'animateur, il est le chroniqueur. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et politicologue. Bonne journée, Frédéric, à la semaine prochaine. Il y a un mur étanche entre oui, deux. beaucoup. Salut. Salut.